And here we are with our final panel of the day, final panel of the 2023 AGM. So, I'm pleased to introduce Karen Proud. Karen is president of Fertilizer Canada, and she will be our panel moderator. Certains voudraient que je vous somme de vous joindre à nous, mais je ne ferai pas ça. Nous avons aussi Tom Rosser, qui est sous-ministre adjoint pour AAC, et nous avons Sukhpal Bal, président, producteur de cerises de la Colombie-Britannique. Nous allons écouter leur point de vue sur les perspectives actuelles en agriculture. Ils vont nous parler de leurs aperçus quant aux défis et opportunités qui planent à l'horizon. Alors, nous accueillons nos panélistes. Oui, je vais démarrer. Merci beaucoup, Mary. Merci à vous tous. Je sais que c'est pas évident. C'est le dernier panel de la dernière journée. Alors, merci à vous tous qui êtes des nôtres, qui restez jusqu'à la fin. Je sais que après nous, vous aurez droit à manger, à boire. Alors, on va essayer d'être le plus intéressant possible. J'aimerais bien avoir cette capacité de chant, lever les mains et que tout le monde applaudisse. Ouais, super. Merci, c'est gentil. Alors, on ne va pas faire de pause entre tous les intervenants, mais j'ai quand même apprécié ça. Vous êtes gentils. Comme Mary l'a dit, je suis Karen Proud, présidente PDG chez Fertilisant Canada. Je n'y suis que depuis 2 ans maintenant et quand on m'a demandé d'être participante et parler de la situation de l'agriculture et de l'agriculture de l'avenir, je me sentais pas du tout à même de le faire, mais je peux vous parler de fertilisants. Ça, je suis toujours prête à le faire. Nous étions très heureux de pouvoir commanditer ce panel chez Fertilisant Canada. Notre relation avec l'agriculture canadienne est essentielle à nos yeux. Vous avez été partenaire et nous aimons travailler directement avec les acheteurs de nos membres. Alors oui, c'était très facile de vous dire oui quand on nous a demandé de commanditer ce panel et j'étais vraiment heureuse de pouvoir le faire. J'ai rencontré Mary à mes tout débuts, il y a quelques années. Je suis chagrinée de voir que c'est la dernière rencontre de Mary comme présidente de la FCA, mais je serai très heureuse de travailler avec Keith à l'avenir. Au panel d'aujourd'hui, en fait, j'occupe 2 postes. Je suis à la fois l'animatrice et aussi membre du panel, donc je peux me poser des questions à moi-même et je peux choisir les questions pour moi-même, mais je vais poser les questions difficiles à mes collègues. Voilà qui fonctionne très bien pour moi. Comme Mary l'a mentionné, j'ai à mes côtés 2 collègues très estimés sur scène. Nous avons Sukhpal Bal, président des producteurs de cerises de la Colombie-Britannique. Il est producteur de cerises lui-même et sa famille est en affaires depuis 100 ans. Peut-être que Sukhpal pourra nous en dire un peu plus au sujet des épinards mentionnés par le Premier ministre hier. C'est là un sujet qui m'intrigue. Nous avons aussi Tom Rosser. La plupart d'entre vous ici présents le connaissez certainement. Il se passe de présentation. Il est sous-ministre adjoint pour les marchés et les services à l'industrie chez AAC. Tom a une très vaste emprise du secteur agricole à ce titre et il pourra nous fournir de nombreux aperçus aujourd'hui. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que nous en sommes à un moment charnière pour l'agriculture au Canada. Nous avons entendu les différents panélistes au fil des 2 dernières années qui nous ont décrit l'importance du secteur, non seulement pour le Canada, mais pour la sécurité alimentaire, pour l'ensemble de l'économie. Et je pense donc qu'il y a de nombreux sujets à aborder si on veut parler de ces défis et opportunités. Ce panel, c'est en fait uniquement que la pointe de l'iceberg, mais nous allons pouvoir tenir une très bonne discussion. Vous allez entendre chacun d'entre nous, y compris moi-même, sous peu. Nous avons décidé
quand nous préparions le panel, que nous voulions que ce soit décontracté. Donc, chacun d'entre nous va soulever différents éléments quant aux opportunités et défis qui se présentent pour le secteur. Puis, nous allons passer à une conversation à bâton rompu et des questions, je l'espère, de la part des participants. Chacun d'entre nous allons parler pendant 10 minutes en propos d'ouverture, puis il y aura cette période de questions. Il y a des micros dans la salle, vous pouvez en profiter. C'est le long du centre ici. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter. Si vous posez des questions, dites-nous d'où vous êtes. Et si vous avez des anecdotes à nous raconter, nous apprécions. Nous avons jusqu'à 4h45 aujourd'hui, alors on va parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Tant que vous aurez des questions pour nous, on continue. Mais je reconnais aussi que nous sommes le dernier panel de la journée, alors on verra bien comment ça se déroule. Je vais maintenant prendre ma place et ensuite je vais céder la parole à Sukhpal qui va nous présenter ses propos. Alors je cède ce rôle. Et voici, je prends ce nouveau rôle. Merci, Karen. Je suis heureux de siéger au sein de ce panel avec vous-même et Tom. Alors, je vais commencer par le récit au sujet des épinards parce que tout le monde est curieux. Alors, il est le Premier ministre maintenant, mais quand il est venu à notre ferme à Kelowna, il était candidat à la chefferie pour le Parti libéral. Alors, quelqu'un a contacté mon père et a dit, Justin vient dans la vallée de l'Okanagan, est-ce que vous l'accueilleriez? Mon père a dit, il n'y a pas de problème. Et nous avions des installations d'agro-tourisme avec un petit café, avec des fruits et un café couette. Ma mère a préparé cette recette, un sag, qui c'est la recette de sa maman, et lui a beaucoup aimé cette recette et c'était extrêmement intéressant. C'est en fait surprenant qu'il se soit rappelé de cet événement. Et ensuite, il vous a expliqué toute cette histoire au sujet des semences. Mon arrière-grand-père, quand il est arrivé dans la vallée de l'Okanagan, avait ces semences qui venaient de l'Inde. Et chaque fois qu'on plante de nouveaux cerisiers, on voit le sag qui pousse et qui revient. C'est donc le récit des épinards 2023 à la FCA. Alors, oui, on veut que ce soit décontracté comme discussion. Moi, j'aime beaucoup parler à mes collègues agriculteurs et c'est ce qui ressort de tels événements pour moi. C'est le fait de pouvoir entendre ce qui se passe d'un bout à l'autre du pays. J'aime en apprendre au sujet de l'agriculture partout au Canada. Alors, les cerises maintenant. Je me dis que c'est une première à la FCA qu'un producteur de cerises prenne la parole. Peut-être que ça s'est produit par le passé, mais disons que ça n'est pas fréquent puisque nous ne sommes pas une vaste industrie. Nous nous trouvons surtout dans la vallée de l'Okanagan et la vallée Crescent, dans les Kootenay, en Colombie-Britannique. Pour comparer notre ampleur, 6 000 acres de cerises dans l'État voisin, c'est 60 000 acres. Alors, ça vous donne une idée de la comparaison. Il s'agit d'une récolte avec valeur élevée, mais aussi c'est une récolte très, très sensible. Alors, quand on parlait du sujet de ce panel, on a parlé des défis qu'on affronte. Les producteurs de cerises et tous ceux qui ont des fruits délicats ont vécu, c'est certain, des défis inouïs. Pour vous donner une petite idée des différents événements, et là, je songe aux 4 dernières saisons, environ 2019, nous avons vécu une pluie excessive en juillet. Pour ceux qui ne le savent pas, les cerises, quand la pluie atterrit sur le fruit, la pluie est absorbée par le fruit et le fruit ensuite l'absorbe et craque. Alors, il suffit de pluie intempestive pour ruiner une récolte. Et c'est pour cette raison, au fur et à mesure que vous m'écoutez, vous allez comprendre pourquoi il y a peu de producteurs de cerises. Qu'est-ce qu'on fait? On embauche des hélicoptères qui vont passer au-dessus de la canopée de nos fruits pour sécher cette eau, pour essayer de sauver le fruit. Et
On aura des tracteurs avec des souffleuses aussi pour protéger contre le gel. Alors, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'obtenir une belle récolte à mettre en marché. Alors, en 2019, je vous le disais, on a eu ces quelques journées de pluie qui étaient prévues. On a emmené des hélicoptères à la ferme. On s'est dit, on va s'en tirer. Ça va être correct après la pluie. Ces 3 journées de pluie, ça n'était pas 3 jours, c'était 3 semaines et demie de pluie sur pluie sur pluie. Et à ce moment-là, nous, on pensait, bon, c'est une saison plus pluvieuse qu'à l'ordinaire, mais quand on ajoute 2020 avec le vortex polaire des froids jamais vus, ensuite 2021 avec le dôme de chaleur qui a endommagé la récolte sur les arbres, mais la récolte de l'année suivante aussi a été mise à mal. Alors, il y a beaucoup de dommages année sur année et avec des niveaux extrêmes. Et nous avons pas été touchés par la rivière atmosphérique. Ça, c'était dans la vallée du Fraser. Vous avez vu ça dans les nouvelles aussi, mais c'est aussi un exemple des événements météorologiques intenses, extrêmes que nous avons constatés. Et les fruits, comme les nôtres, en pâtissent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? On a eu du gel au printemps. Nos voisins du Sud, eux, n'avaient jamais rien vu de tel. Ils avaient des cerisiers en fleurs et 6 pouces de neige sur les arbres tout d'un coup, des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Alors, ce qui me vient à l'esprit maintenant, souvent, c'est la question de la viabilité de certaines de nos pratiques, de l'ensemble de notre secteur. Produire des cerises, ça n'est pas simple et c'est maintenant pratiquement impossible. Beaucoup d'entre vous, dans chacune de vos récoltes, vous l'avez constaté, vous avez probablement vécu des situations semblables. Notre bureau à nous, c'est Mère Nature. C'est là qu'on fait notre travail. Expliquer à quelqu'un qui travaille dans un bureau, imaginez que votre revenu, tout d'un coup, va être réduit de moitié parce qu'il y a eu des intempéries. Les gens vont dire, mais non, il n'en est pas question. Mais c'est notre réalité. Nous savons que nous courons ces risques. Mais là, les risques sont accrus encore et ça devient très difficile à gérer. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que ces programmes de gestion des risques que nous avons, à mes yeux, oui, ils existent pour compenser pour certains de ces problèmes qu'on peut avoir à toutes les quelques saisons. 3 saisons, 4 saisons, on peut avoir un pépin. Mais je crois que ces programmes n'ont pas été conçus pour des années consécutives de difficultés les unes après les autres. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à mentionner dans cette discussion. Je vais en parler au comité sur les filets de sécurité. Il faut absolument se pencher sur ce qui se passe en ce moment en agriculture parce que on a l'exemple de l'assurance récolte. Oui, on a obtenu des fonds de l'assurance récolte, on s'était assuré le plus possible, mais maintenant, je n'ai plus tellement de couverture parce que, d'après l'assurance récolte, je ne fais pas beaucoup en revenus. Donc, ça, c'est une pression à la baisse. Et je voudrais maintenant vous dire quelques mots parce que je pourrais parler longuement des défis. Je suis sûre que vous êtes capable d'en faire autant. Mais pour vous présenter un petit peu la lumière au bout du tunnel, les investissements en recherche en agriculture. Nous avons beaucoup profité du centre de recherche Summerland et je peux dire sans le moindre doute que sans les variétés qu'ils ont produites dans ce centre de recherche, il n'y aurait pas de production de cerises. Avec les productions de cerises en fin de saison, on a pu trouver des marchés à l'extérieur de la saison pour l'État du Sud. Et donc, on profite de cela. On investit dans des racines plus solides qui tolèrent mieux la chaleur, le froid, des variétés qui sont plus hardies. Et donc, nous pouvons aller de l'avant grâce à cette recherche. Je vois des gens ici qui disent, mais pourquoi est-ce que vous n'abandonnez pas? Ça ne fait pas partie de notre nature. Nous avons des défis à relever, mais la résilience, on en entend beaucoup parler en agriculture. Il faut apprendre à s'adapter. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que j'espère devenir
devoir aussi au sein des programmes du gouvernement. Que l'on produise dans des cerises ou qu'on produise dans une porcherie et un poulailler, il faut être prêt à adopter de nouvelles idées. C'est à ça qu'on doit se consacrer. Parce qu'on ne peut pas simplement prier pour que le climat redevienne ce qu'il était auparavant. Non, ça n'est pas la réalité. Nous devons nous adapter à ce qui s'en vient. Et il nous faut assurer notre viabilité. Il faut pouvoir payer les factures. Ça ne devrait pas être une industrie qui est dans le pétrin constamment. Alors, je m'arrête là pour mes propos d'ouverture. Je vais céder la parole à Karen maintenant. Merci, Sukpol. Je vais maintenant vous parler comme membre du panel. Je vais vous parler du secteur des fertilisants et engrais, de certains défis, mais aussi certaines des opportunités. Beaucoup d'entre vous peuvent me parler de ce que sont ces défis et opportunités au niveau des engrais. Ça a été quelques années assez dures depuis que je me suis jointe à l'association Fertilisants Canada. Un de mes collègues m'avait dit au début, personne ne parle jamais d'engrais jusqu'à ce qu'on en manque. Et dans les dernières années, nous avons affronté des difficultés d'approvisionnement assez significatives. Les fertilisants sont des produits échangés à l'échelle mondiale, donc nous sommes assujettis aux problèmes d'offres et de demande, mais la plupart des défis ont trait surtout à l'offre. Nous avons eu des événements météorologiques extrêmes, c'est un peu comme ce qui a été décrit, les mêmes préoccupations. Beaucoup de notre azote est fabriqué aux États-Unis, dans la région du Texas, la Louisiane. On a vu des ouragans, on a vu une tempête de verglas au Texas. Qui aurait imaginé ça? Et ces choses-là, évidemment, ont une incidence parce que ça a fermé des installations qui, d'ordinaire, tournent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et puis ils n'arrivent pas à rattraper le retard à cause de cette fermeture. C'est de la production qui est tout simplement perdue. On a vu des événements météorologiques extrêmes. On n'a aucun contrôle là-dessus. On a aussi vu des enjeux géopolitiques. Le protectionnisme de la Chine qui protège l'approvisionnement intérieur. La Chine est un grand fournisseur d'engrais à l'échelle mondiale, mais ils ont arrêté les exportations de leurs produits et ça a une incidence sur l'offre à l'échelle mondiale, ce qui fait plus de pression sur les pays qui continuent à produire des engrais. Nous avons vu aussi des sanctions imposées au Bélarus peu après leurs élections et ces sanctions, la Biélorussie est un autre grand fournisseur de ces produits. Et puis, le prix du gaz naturel, tout le monde le comprend maintenant, mais même avant la guerre en Ukraine, on voyait déjà le prix du gaz naturel en Europe qui avait atteint des niveaux records et les installations devaient clore leur production à cause de cela. Et encore une fois, ça cause des pénuries d'approvisionnement. Et puis ensuite, cette invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Et c'est un facteur de plus qui a une incidence sur l'offre mondiale, puisque la Russie est un fournisseur important d'engrais. Et on a vu d'autres enjeux, les transports, les grèves, les blocus au Canada. Alors, on a vu beaucoup de différents enjeux à court terme, à moyen terme, qui ont une incidence sur l'offre de fertilisants. Et ça a une incidence, ça, bien entendu, sur le prix et sur les agriculteurs. Puisqu'on parle du côté de la demande, eh bien, les récoltes, on en voit de plus en plus de demandes parce qu'elles aussi ont été touchées. Pour la toute première fois en tant qu'association, l'an dernier, nous obtenions des appels d'autres ambassades, des consulats. J'ai mentionné le ministre de l'Agriculture du Brésil qui est venu nous rencontrer, qui voulait que j'aille à l'ambassade rencontrer l'ambassadeur parce qu'il cherchait désespérément à mettre la main sur des sources d'approvisionnement d'engrais canadiens parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir suffisamment d'approvisionnement pour leur pays. Donc la demande à l'échelle mondiale était inouïe. Et ça me rappelle un peu
du début de la COVID et puis la crise du papier de toilette. Tout le monde voulait mettre la main sur des rouleaux de papier de toilette parce qu'ils craignaient d'en manquer. Et bien, c'est justement ce qui s'est produit avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les pays avaient peur de ne pas trouver suffisamment de fertilisants et il y a eu un pic de la demande et ça a une incidence sur l'offre. D'autres défis, on en a beaucoup entendu parler au cours des dernières journées et il s'agit de cette IRA, loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis. Tout le défi là, c'est que on a réorienté des investissements qui auraient pu avoir lieu au Canada vers les États-Unis à cause de cette loi. John Stackhouse nous a parlé de l'approche de la carotte et du bâton. Et l'approche américaine, c'est des boisseaux entiers de carottes qui sont présentés à l'industrie pour que l'industrie investisse et fasse croître leur secteur aux États-Unis, alors que on a l'approche du bâton, surtout comme approche traditionnelle au Canada. Ça a une incidence peut-être sur l'intérêt des compagnies à investir dans ce pays. Et je pense qu'on a vu à quel point ça peut être important que d'avoir une industrie canadienne forte de fertilisants dans ce pays. Nous, on n'avait pas besoin de mendier dans d'autres pays pour être approvisionnés en fertilisants. Nous produisons des fertilisants dans ce pays. Nous sommes les principaux producteurs de potasse au monde. Nous sommes au 9e rang dans la production d'azote, mais nous pourrions faire plus. Mais les États-Unis ont mis en place des politiques qui font en sorte que beaucoup ont vu les opportunités de ce côté-là et il nous faut nous inquiéter de cela. Ça va avoir une incidence sur les investissements au Canada. Les investissements risquent d'être réorientés vers les États-Unis. À long terme, le grand défi pour nous tous et pour vous ici présents, c'est qu'il nous faut produire plus d'aliments avec moins de terre, tout en réduisant les émissions et les autres impacts environnementaux. Et ça, c'est tout un défi à relever. Et je pense que nous sommes à la hauteur de ce défi, mais c'est réellement le défi à long terme pour le Canada qui, je le pense, nécessite une nouvelle façon innovatrice de voir les choses pour atteindre ces objectifs. Alors tout ça, ça va vous sembler un petit peu négatif peut-être, mais ce qui est encourageant, au moins pour notre secteur, c'est que les gens parlent maintenant, enfin, de fertilisants. Quand je me suis jointe à Fertilisants Canada il y a quelques années, le comité d'embauche m'a dit « mais jamais personne ne parle de fertilisants ». Et je suis sûre que vous tous ici présents, vous en parlez de temps à autre quand même, mais dans l'ensemble, les médias ne font pas les manchettes avec des articles sur les fertilisants. La personne moyenne qui a jamais mis les pieds à la ferme ne parle pas d'approvisionnement en fertilisants. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et je pense qu'on a vu au cours de la dernière année tout l'intérêt qui peut être suscité par rapport à ce secteur, non seulement de la part du grand public, mais maintenant même nos élus sont beaucoup plus au courant de l'importance des fertilisants pour le secteur agricole. Avec tout ce que peut représenter de bien que ce secteur pour le pays. Moi, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où les fertilisants étaient mentionnés par les différents chefs de parti hier. J'étais très satisfaite de voir que pratiquement chacun d'entre eux a parlé d'engrais. C'est merveilleux, c'est bien que les gens parlent, c'est bien qu'il y ait cette reconnaissance de l'importance des engrais et fertilisants. Moi, je dirais que c'est le produit le plus important au monde entier. Peut-être que j'ai un parti pris, vous direz, mais c'est un des intrants les plus importants pour les récoltes. Et si nous voulons relever le défi, produire plus d'aliments sur moins de terre, il nous faut absolument avoir un secteur fort et florissant des engrais. Alors, je pense qu'il y a de belles opportunités pour le secteur. Comme je l'ai mentionné au Canada, nous sommes le principal producteur de potasse au monde, suivi de la Russie et de la Biélorussie. Alors, si vous me posez la question à moi, où voulez-vous aller vous approvisionner en fertilisants? Si vous regardez les choses au niveau planétaire, qui est la principale source de potasse? C'est le Canada, et de loin.
Je pense qu'il y a donc de belles opportunités de ce côté-là. Nous sommes au 9e rang pour la production de fertilisants à partir d'azote au monde et le principal producteur, c'est la Chine. Qui est le plus fiable comme fournisseur? Pour moi, c'est le Canada. Je faisais partie d'un panel il y a peu de temps de la part de la Chambre de commerce et j'ai posé la question de façon hypothétique. Le Canada, à l'heure actuelle, approvisionne 12% des besoins en fertilisants du monde. Mais pourquoi est-ce que c'est 12% et pas 20? Comment est-ce qu'on passe de 12 à 20? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je devrais avoir une réponse à cette question, on y travaille. Mais je pense que c'est là qu'est l'opportunité. Le Canada se doit d'investir dans ce secteur pour que nous soyons cette source fiable de fertilisants, non seulement pour le pays ici même, mais à l'échelle mondiale. Et c'est là qu'est la véritable opportunité. Il nous faut renforcer les différents atouts que nous avons pour que les bons investissements soient faits au Canada. Je vais m'arrêter là et je vais céder maintenant la parole à Tom qui va nous parler un peu plus des défis et opportunités qui s'offrent à nous. Oui, Karen, je pense que le micro fonctionne. Alors, je vais peut-être commencer par un point de départ semblable à Supol et Karen. Nous sommes à une semaine environ du 3e anniversaire du moment où on a commencé à tout boucler au pays à cause de la COVID. Et si je songe à ce qui s'est passé dans l'intervalle, et il y a eu un nombre remarquable de défis, de vents contraires pour le secteur agroalimentaire et l'agriculture depuis. J'ai dû prendre des notes pour en dresser une liste complète et je pense que je peux même en oublier. Mais commençons par la COVID. Alors, évidemment, ça a tout chamboulé à l'échelle planétaire, quelles que soient vos activités. Mais pour le secteur agricole, il y avait les enjeux de chaîne d'approvisionnement, de frontières. Et il y avait la préoccupation pour aller chercher les travailleurs migrants, y compris les travailleurs étrangers temporaires, pour la récolte qui s'en venait. Il y a eu aussi les énormes changements dans la demande d'aliments à cause de fermeture totale du secteur de l'hôtellerie, la restauration. Et puis, en 2021, Supol l'a évoqué, on a eu le dôme de chaleur dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Évidemment, ça a été suivi par une sécheresse qui a eu une incidence, ce qui était du jamais vu depuis les années 60. Ça a touché pratiquement l'ensemble de l'ouest du Canada et le nord-ouest de l'Ontario. Et puis, ensuite, quelques mois plus tard, on a vu la rivière atmosphérique sur les basses terres continentales de la Colombie-Britannique. Ça a une incidence sur l'agriculture, là, mais aussi le port de Vancouver, qui était un point d'entrée important pour ou de sortie important pour de nombreux produits agricoles canadiens, y compris la potasse, et aussi les dommages causés aux infrastructures ferroviaires dans cette région. Et ça a une incidence pour l'ensemble du pays. Si on songe à 2022, on a déjà parlé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que ça a pu représenter pour le prix des intrants, comme les fertilisants, les carburants, mais ça a aussi eu une incidence sur la tendance inflationniste que nous avons constatée au Canada et partout au monde. Et c'est ce qui a ensuite donné lieu à des taux d'intérêt plus élevés. On a eu le problème de la pomme de terre, on a eu l'influenza aviaire en 2022 dans pratiquement toutes les provinces. Non, en fait, toutes les provinces au pays ont été touchées, je crois. Et nous avons aussi vu des taux de mortalité élevés, mortalité des populations au printemps dernier. Mais, malgré tout cela, 2020, l'année de la COVID, était une année de revenus record à la ferme au Canada. 2021, on a vu ce chiffre augmenter de 30% environ. On attend encore les données pour 2022, mais d'après ce qu'on peut imaginer, ça va être peut-être encore un peu mieux que les niveaux de 2021. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? On peut avoir ces vents contraires, ces chocs pour le système agricole et pourtant, selon certaines mesures, on voit des niveaux records de revenus. Et je devrais ajouter aussi, pour vous donner le tableau d'ensemble, le tableau commercial est semblable. Les exportations évoquées par le Premier ministre, les fruits de mer, 92,6 millions de dollars dans ces eaux-là. Et il a mentionné aussi son gouvernement, dans le budget 2017, avait établi un objectif de 75
75 milliards de dollars d'exportation d'ici 2025 en agroalimentaire. Et on a dépassé ça et de loin. Et dans les jours qui ont suivi l'établissement de cette cible de 75 milliards, je parlais à mon équipe économique à l'époque et je pense qu'à l'époque, les exportations agroalimentaires étaient de l'ordre de 57 milliards de dollars. Et ils ont dit, mais ce 75 milliards, je ne sais pas, les choses ont bien été depuis 10 ans. Je ne sais pas si ce sera facile, vraiment faisable d'en arriver à 75 milliards d'ici 2025. Eh bien, si je vous fais part de cette anecdote, ce n'est pas pour dénigrer les capacités de prévision de mon équipe économique dans le ministère, mais c'est pour vous expliquer que non seulement dans les dernières années, mais depuis 10-15 ans, le secteur donne des résultats bien supérieurs à ce que les experts pensaient être possible. Et à quoi est-ce que c'est dû? En partie, en grande partie, c'est dû à la résilience, à l'adaptabilité du secteur même et de tous ceux qui composent ce secteur. Mais je pense que ce qui vous donne aussi l'opportunité de vous relever après des reculs importants, c'est le fait qu'au niveau mondial, vous avez de très bonnes bases. La population mondiale en novembre a dépassé 8 milliards. Pour vous donner un peu le contexte, nous avons 5,2 dans les années 50, c'était 2,6 milliards. Donc, vous avez vu cette croissance exponentielle de la population. Et bien qu'il y ait eu un certain recul dans l'année depuis la COVID, nous avons vu une croissance importante des revenus, surtout les pays à plus faible revenu, ce qui a tendance à augmenter la demande d'aliments, de meilleurs aliments, d'aliments de meilleure qualité. Et j'accompagnais la ministre Bibeau lors d'un voyage aux Philippines et en Indonésie il y a quelques mois. Les Philippines, un pays de 110 millions de personnes, l'Indonésie, 275 millions de personnes. Et d'après les normes canadiennes, ce sont des endroits assez pauvres, le PIB par habitant de 175 $ par année à peu près. Mais quand on y est, on sent l'énergie palpable, une croissance importante. Ce sont des débouchés importants pour nos produits agricoles. Les exportations vers les Philippines, 600 000 qui sont importants, surtout des grains, du porc. L'Indonésie, c'est $1 milliard d'exportation pour nous l'an dernier. Et ces pays ont une superficie très limitée. Donc, plus la demande augmente, plus ils vont être obligés de se tourner vers l'extérieur. Et ce ne sont pas des endroits où c'est nécessairement facile de faire affaire, cependant, et ils ne se figurent pas parmi les 51 pays au monde avec lesquels nous avons des ententes bilatérales, mais nous sommes à négocier avec l'Indonésie et les Philippines font partie du groupe ASEAN des pays du sud-est asiatique avec lesquels nous sommes aussi en négociation pour en arriver à conclure une entente de libre-échange. Pendant que nous étions en Indonésie, ce que nous avons évoqué, entre autres, c'est un meilleur accès au marché pour les produits de porc du Canada. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça dans un pays surtout musulman? Et oui, l'Indonésie est musulmane à 85%, mais quand même 15% de 275 millions de personnes, c'est quand même pas mal de monde. Et je le mentionnais à Karen, ils étaient aussi très, très intéressés à nous parler de fertilisants. Ils sont des acheteurs importants de potasse du Canada. Alors, nous sommes très enthousiasmés par ces opportunités dans la région de l'Indo-Pacifique. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, le gouvernement a annoncé 31 millions de dollars pour établir un bureau de l'agroalimentaire dans cette région. Et comme c'est là, nous avons des commerces, des commissaires au commerce, des vétérinaires, des experts techniques dans ces différents pays. Mais par rapport aux Australiens, aux Américains, aux Européens, on n'a pas l'équivalent de ce qu'ils ont. Alors, l'idée d'avoir un tel bureau, ça découlait de notre discussion avec le secteur du canola et d'autres secteurs qui regardaient quel pourrait être le modèle du Canada pour renforcer notre capacité dans cette région. Et l'idée d'un tel bureau, c'est d'avoir les ressources techniques. Quand quelqu'un rejette une expédition de grains quelconque, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un d'Ottawa pour traiter du problème. On aura quelqu'un dans la région qui pourra agir de façon plus proactive pour éviter les problèmes d'accès au marché avant que ça prenne de l'ampleur. Alors, on va parler de commerce, d'accès au marché, mais on espère aussi cultiver des relations pour des investissements étrangers directs et à d'autres fins
par le biais de cette présence accrue. Alors, je pense que j'ai déjà parlé trop longuement. Karen, je m'en excuse, mais pour conclure tout cela, écoutez, si on faisait le tour de la salle et qu'on posait la question à tous les producteurs ici présents, que ce soit l'ouragan Fiona, la gale de la pomme de terre, que ce soit, enfin, chaque producteur dans la salle, je suis sûre, a de longs récits semblables à celui de Soupol quant aux défis qu'on a eu à relever au cours des dernières années. Je sais aussi que si on regarde les revenus en tout, les cumulatifs, bon, ça masque le fait qu'en réalité, il s'agit de 180 000 différentes entreprises certaines se portent bien mieux que d'autres, certains secteurs, certaines régions. Je n'essaie absolument pas de passer sous silence les défis que vous avez tous affrontés. Et même pour ceux d'entre vous qui, à la fin de l'année, faisaient le calcul et puis ça se présentait pas si mal que ça, je suis sûre que pourtant, tout au long de l'année, vous aviez senti l'anxiété et les difficultés. Alors, quand je dis tout ce que je dis, ça n'est pas en prenant ces réalités à la légère. Mais je pense qu'il est bon de se rappeler que le verre est à moitié plein. Le défi climatique que nous affrontons tous est un défi climatique que nos compétiteurs aussi affrontent. Et il y a des endroits qui étaient plus chauds, qui étaient plus secs et qui ont des défis plus difficiles encore à relever que le secteur en agriculture au Canada. Il y a des choses difficiles qui se sont produites depuis quelques années. Alors que ce soit 20% de potasse, que ce soit d'autres innovations qu'on a évoquées, il y a beaucoup d'opportunités à long terme sur le marché mondial qui s'offrent à nous et c'est enthousiasmant. Merci, Tom. Alors, nous allons maintenant passer à la période des questions et réponses. J'ai quelques questions pour démarrer les choses. Par contre, dans la salle, si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro et poser vos questions. Alors, je vais démarrer les choses et je vais demander à nos panélistes de nous parler d'un défi particulier, d'une opportunité que l'agriculture canadienne devra affronter dans les 5 à 10 ans à venir et quelles sont les mesures auxquelles il faut accorder la priorité pour surmonter ce défi ou pour saisir cette opportunité. Et je vais profiter de ma prérogative d'animatrice. Je vais être la première à répondre à la question avant de céder la parole à mes collègues. Pour notre secteur à nous, les fertilisants, je dirais que le plus grand défi en ce moment, c'est de s'y retrouver par rapport à certaines de ces initiatives par rapport au changement climatique, s'assurer qu'on s'y retrouve comme il faut, qu'on arrive à trouver des solutions pratico-pratiques pour relever ce défi de l'objectif que nous avons tous en commun, l'objectif que nous-mêmes et le gouvernement avons, qui est de réduire les émissions, de gérer le changement climatique. On entend parler des défis à la ferme. Beaucoup de ces défis se rattachent aux événements météorologiques. Je pense que ça, c'est absolument clair. Mais trouver des moyens d'assurer que nous ne lançons pas les mêmes initiatives en long et en large sans tenir compte des spécificités, des différences agricoles, les différences pour ce qui est des sols, les différences en technique agraire, en récolte. Et cela serait donc le grand défi du gouvernement, pouvoir trouver une approche qui n'est pas une de taille unique. Parce que oui, on porte pas tous la même taille. Et c'est difficile d'un point de vue de politique. Comment est-ce que nous pouvons répondre à ces enjeux, en tout cas du côté des fertilisants? C'est là le grand défi auquel nous faisons face et ce qu'il nous faut vraiment faire. Et je crois que le gouvernement l'a déjà initié, c'est de travailler avec les producteurs et avec les autres parties prenantes pour pouvoir trouver des solutions spécifiques. Peut-être que c'est toi, Marie, qui l'a dit une fois lors d'une conférence, pour dire
que, vous savez, il s'agit d'exploitants et pas de faire l'agriculture sans les agriculteurs. Et il nous faut regarder les secteurs productifs tout en regardant l'impact environnemental. Je crois que nous n'avons pas de solution à cela aujourd'hui. Je ne pense pas que nous ayons la bonne approche, la bonne cible, le bon cheminement, mais je pense qu'il nous faut regarder du côté du gouvernement pour trouver des solutions et nous n'avons d'autre choix que de faire cela parce que je crois que c'est là où se situeront les bonnes opportunités dans les 5 à 10 années à venir, mais il nous faut cette main-d'œuvre du côté des hommes et des femmes pour trouver les solutions. Peut-être que Sun, je peux te passer la parole pour que tu nous parles des grands défis, des opportunités dans ton secteur. Ben, d'accord. Bon, je vais d'abord donner la possibilité à Tom. Nous, notre comité du transport a parlé des assurances, qui était le même problème que toi tu avais, c'est-à-dire tu avais moins de récoltes, mais ton assurance n'arrivait pas à t'appuyer. Moi, je suggérais qu'il y ait un taux de base qui soit déterminé pour que il y ait au moins un point où on arrive à recouper ces investissements. Je ne sais pas trop si c'est ici à la FCA qu'il faut en parler, mais moi je pense qu'il devrait y avoir une assurance pour tous et que nous essayons de déterminer un point de base où nous avons certainement moins de récoltes, mais et que aussi que la couverture ne tombe pas. Mais si on regarde ma moyenne de 10 ans, c'est bien, mais après 3 années de perte, je n'aurai pas la même couverture. Oui, si je peux en ajouter à ce que tu viens de dire, nous envisageons la même chose en tenant compte de notre couverture, notre assurance et certains fonctionnaires de gouvernement qui travaillent dans le domaine nous disent qu'il faut suivre les principes de l'assureur, il y a des normes à respecter. Mais ce que moi, j'ai envisagé, c'est des solutions. Nous avons une assurance pour la récolte et vous avez aussi l'assurance agricole en cas de sinistre, quand les choses vont vraiment mal. Moi, je dirais qu'on doit continuer à pouvoir voir la réalité de mauvaises saisons qui viennent, qui s'accumulent, et sans pour autant que l'assurance ne flanche. Voilà, ce serait une approche nouvelle. Ces programmes n'ont pas été conçus pour des mauvaises saisons qui s'enchaînent. Ben oui, moi, c'est ma récolte. C'est la seule récolte que je peux envisager pour avoir l'investissement, le retour sur l'investissement. Si les pommes étaient qui est au même taux de rendement, j'aurais fait cette exploitation des pommes. Moi, je pense qu'il nous faut discuter, savoir comment garder cette assurance au même niveau. Mais moi, je pense que c'est pas simplement pour les récoltes. On a pareil aussi pour les céréales et tous les autres. C'est pas seulement de votre côté et aussi pour les oléagineux. Moi, je pense que il nous faut regarder les choses différemment, mais c'est vrai qu'on a le même principe. On a les récoltes qui tombent de manière vertigineuse, rapidement. Et on a une assurance qui est là, mais il nous faut recouper nos investissements à un moment donné. Dans cet instant-ci, il nous faut une assurance pour la récolte et que la couverture du gouvernement fédéral, elle est bonne, mais malheureusement, ça ne marche que quand il y a des aléas. Oui, tu as raison. Peut-être que je peux rebondir sur la question de Karen. Je regarde
extrêmes climatiques, surtout dans l'industrie de la cerise. Et là, je vois que la main-d'œuvre est un autre volet auquel je pense souvent. Pour certains d'entre vous qui êtes dans l'horticulture, le nombre de main-d'œuvre dont nous avons besoin, qui est la récolte à la main des cerises, j'aurais bien voulu que ce soit la machine qui le fasse, mais nous faisons la récolte à main. Et on aura peut-être 5 à 10 travailleurs toute la saison et puis tout à coup nous nous retrouvons à 100, 150 pour pouvoir mener la grande récolte. Il y a certaines exploitations qui ont quelques 800 travailleurs étrangers temporaires. J'ai entendu de députés et de dirigeants hier que le programme de travailleurs temporaires externes était conçu d'une certaine manière. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec ce programme et c'est un programme de travailleurs étrangers temporaires. Ça fait 15 ans que je suis en train de transiger avec eux. C'est plus tellement temporaire. Vous pouvez en rire, mais quand on vous pose des questions sur l'agriculture, vous vous rendez compte que les politiciens n'ont pas forcément les réponses. On a besoin, oui, de main-d'œuvre pour ceci, cet autre. C'est ce qu'il faut leur dire. Moi, je voudrais qu'on améliore le domaine. Et pour le faire, il faut reconnaître qu'on aura besoin de main-d'œuvre. Changer le modèle vers le modèle de relation. Savoir, voilà mon contact au gouvernement qui comprend mes besoins en main-d'œuvre. Que dans le domaine de la cerise et dans d'autres domaines, et savoir comment est-ce que la saison se présente et qu'on aura besoin de plus de travailleurs. Oui, j'ai l'impression qu'on aura là une grande récolte, on aura besoin de 20 travailleurs de plus. Oui, on vous donne le permis pour 20 de plus, c'est-à-dire établir ce genre de relation et arriver à réaliser pour certains secteurs que ce n'est pas là un besoin temporaire. Moi, je dis que c'est mon personnel qui vit dans un autre pays. Il faut les ramener, mais passer par une bureaucratie lourde. Voilà d'ailleurs une blague. Les gens me disent, qu'est-ce que tu exploites sur ton champ? Moi, je dis, c'est la paperasse. Oui, parce que quand je fais ce genre de blague ici, vous le comprenez, parce que la paperasse est la priorité, l'exploitation agricole suit. Et il s'agit d'ouvrir nos yeux sur cet enjeu de la main-d'œuvre, surtout dans l'horticulture, et c'est très important. C'est un domaine très important à examiner et à voir de manière réaliste. Et se dire que immédiatement, on n'aura pas accès à plein de Canadiens qui veulent se retrouver dans nos champs. Voilà ce que moi je dis quand je parle de la main-d'œuvre. Oui, je parle en long et large. Merci, Eddie. Oui, vous avez un autre point de vue, Tom, pour ce qui est de ta position au gouvernement. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a des défis, des opportunités. Mais toi, est-ce que tu peux penser à ce à quoi tu penses quand on te parle de défis, d'opportunités dans les 5 et 10 années à venir? Et ce que tu vois comme besoin de changement de politique ou de domaine d'intervention? Ben oui, Karen, quand je pense à cette question initiale, je me trouvais au même point que toi, c'est-à-dire l'environnement et la durabilité. Mais je me dirais que tout n'est pas défi. Il y a aussi des opportunités. Le défi est au niveau du gouvernement pour trouver les bonnes réponses. La même chose que c'est pour les exploitants. C'est vrai que le gouvernement parle de changement climatique, de biodiversité, mais indépendamment de la réponse, quand on parle de Nestlé, de McCain, c'est-à-dire de ces grands acheteurs de produits agricoles, il y a des cibles de durabilité, de pérennité qu'ils ont établies. Et c'est pour tous les segments de la chaîne de valeur. Je crois qu'un grand aspect du travail du gouvernement, c'est de se dire que
comme pays, nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans le domaine du paiement pour les systèmes, pour l'écosystème et autres. Comprendre les réalités et voir les différentes réalités de par le pays, il est important que nous trouvons la réponse juste. Hier, on a eu une consultation ici, demain matin, sur la stratégie de l'agriculture pérenne. Et Bay Robinson nous a dit qu'il nous faut écouter les exploitants agricoles. Il ne s'agit pas simplement le changement climatique, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est la biodiversité. Et parfois, pour faire avancer ces objectifs, il faut entreprendre des choses qui viennent en complément et comprendre ce que répond au bon sens écologique, environnemental. Voilà ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas facile. Et aussi de ce que Soupol a dit de la question. Oui, le gouvernement doit penser dans le contexte de changement climatique ce que cela veut dire pour notre programmation, pour notre gestion de risque dans la programmation. Quand le gouvernement commandite une entreprise privée, c'est à partir du point de vue comme quoi demain serait pareil à aujourd'hui ou hier. Il nous faut avoir une assurance et nous parlions de ce qui a suivi ces pluies atmosphériques ou l'ouragan Fiona et en rebâtissant suite à un sinistre, il nous faut bâtir une infrastructure qui est plus résiliente. Comment on change la programmation pour faire cela? Je sais qu'un ministre Bibo, dans sa lettre de mandat, a un engagement face au programme de l'agri-assurance et de la programmation sur les meilleures pratiques. Oui, j'aime l'image quand tu parles de déployer des carottes à un moment donné, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va donner? Oui, je crois qu'on a une question qui est là. On va y répondre. Devon avec EPAS, l'Association des agriculteurs de la Saskatchewan. Et moi, j'ai deux questions. Et je vais essayer d'être efficace avec ce que je vais poser comme question. Première question. Je sais que dans cette salle, nous comprenons tous ce que c'est que la durabilité et nos consommateurs et le Premier ministre aussi nous a dit qu'avoir la feuille d'érable sur nos produits est gage de haute qualité. Nous sommes un pays où il y a des règles, il y a les lois et nous voulons nous améliorer au vu de tout cela. Mais parfois, on a l'impression que nous sommes une chambre où il y a de l'écho, où nous avons plein de politiques. Et il y a une ligne claire, c'est-à-dire il nous faut trouver des bonnes réponses, sinon on a des politiques qui limitent le nombre de produits qu'on peut envoyer dans des pays où les gens ont faim. C'est une manière très simple de voir les choses, mais quelque part, en bout de compte, il s'agit de regarder du côté de l'exportation pour les agriculteurs de la Saskatchewan. 90% de nos produits quittent le Canada. 5% de nos produits restent ici. Nous avons 5% de notre base de consommateurs qui nous exigent cela. Et cela aura un impact des 95% de ce que nous faisons ailleurs. Il faut que nous le fassions bien si c'est la minorité qui nous pousse vers ce que nous pouvons faire qui sera peut-être pas bien vu par la majorité. Alors, oui, c'est peut-être plus de paperasse, mais je vais vous demander si on peut utiliser les bureaux de l'assurance des récoltes provinciales pour vérifier les mesures de durabilité avec des données sur l'aspect régional, les sols, des banques de données géospatiales qui seront toujours des véhicules qu'on utilisera. 85% des exploitants agricoles de Saskatchewan sont sur le programme d'assurance récolte. Nous tenons compte du temps. Et
nous continuons à utiliser cette couverture. Est-ce que vous voyez en cela un point essentiel pour l'avenir du déploiement? Je suis désolée de passer un peu du coq à l'âne, mais je parle du fait que nous avons une chambre à écho ici au Canada. Comment est-ce que cela se reflète sur notre assurance récolte? Merci beaucoup. Merci de votre question. Oui, les séries, sont un domaine très familiarisé avec l'exportation parce que c'est vers là que nous sommes tournés. Les récoltes sont achetées dans des pays où les revenus sont très élevés. Oui, la réputation du Canada, c'est vrai, la FCA est vue comme ayant une norme très élevée, très respectée à l'étranger. Les produits qui viennent du Canada sont perçus comme tels et ça, c'est un atout important. Et disons, c'est un atout de vente ou de promotion de nos produits. Nous avons une telle capacité de cultiver et d'en arriver dans certains marchés. Mais il y a des foires où il y a des producteurs canadiens. J'ai été aussi à la foire de Berlin et en Asie et je vois comment est-ce que d'autres présentent leurs produits dans cet environnement. Ils se disent souvent « Oh, mais je ne connais pas ce pays, mais regarde ce qu'ils ont comme stand ici, c'est énorme. » Et nous, au Canada, on a un petit carré. Et je suis désolée si je n'en arrive pas encore à répondre à votre question. Mais ce que je veux dire en bout de compte, c'est qu'il y a un grand potentiel pour nous afin de promouvoir nos produits, avoir cet investissement du gouvernement. Nous avons parlé des délégués commerciaux de par le monde et j'encourage tous de par vos associations, si vous cherchez à pénétrer d'autres marchés. D'ailleurs, moi, je viens du Mexique et il y a eu un délégué commercial qui est venu dans ma ferme et il va me faire une recherche du marché. Et c'est finalement ça, leur emploi. Et bref, nous pouvons en faire plus du côté de l'exportation. Nous avons la FCA qui a une réputation solide, l'investissement en énergie pour avoir accès à d'autres marchés, les analyses de risque, tout cela prend des années, tel que Tom l'a dit. Mais si nous pouvions avoir plus de personnes dans ces bureaux qui travaillent sur nos différents dossiers, nous aurons un potentiel très fort de pouvoir pénétrer certains marchés si nous avons et le personnel et les ressources pour travailler à notre nom. Alors, qu'est-ce que toi tu diras? Peut-être que moi, je vais vous parler de la paperasse. Il y a quelques observations. Vous avez parlé du programme de travailleurs étrangers temporaires. Vous avez le programme des travailleurs, des exploitants agricoles de Longueuil. Et là, on a parlé du programme qui serait à l'instar de la carte Nexus pour entrer aux États-Unis. C'est-à-dire quelqu'un qui a suivi les règles aura moins d'obstacles quand il va faire sa demande pour faire venir ces travailleurs étrangers et temporaires. Je crois que en dehors du gouvernement, il y a des opportunités pour se prévaloir des grandes données pour pouvoir faciliter nos programmes de demande, les rendre plus intelligents. C'est peut-être pas clair pour vous, mais on a créé le poste du chef des données. Et au ministère, on est en train de bâtir une banque de données tout en respectant les renseignements personnels, pouvoir voir dans le domaine agroalimentaire ce que nous pouvons faire pour faciliter les démarches. Quand vous nous appelez, c'est pas comme si vous avez affaire à une nouvelle personne à tous les coups.
nous voyons qu'il y a plus d'observations sur les sols, les données qui sont avancées afin de réduire le temps requis pour desservir un exploitant de données, c'est-à-dire avoir accès aux données. On ne lit pas ces choses dans les journaux souvent, ce n'est pas visible, même pour ceux qui fréquentent le ministère. Mais nous, de notre côté, nous examinons les grandes données pour faire en sorte que la bureaucratie soit moins lourde, qu'elle soit plus accessible. Tom, je voulais rebondir sur ton dernier commentaire avant qu'on ait posé la question sur l'agriculture durable. Et on en a parlé hier, mais je me demande si tu peux nous parler des attentes face à cette stratégie agricole durable et que le rendement agricole environnemental qui vise 2050 et qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine. Karen, ce que moi je pense, on en a parlé plus tôt. Nous parlons de l'environnement. Nous ne cherchons pas à faire une seule chose, nous ne mettons pas l'emphase sur un seul attribut environnemental. Nous parlons des émissions réduites, de l'intensité réduite face à un changement climatique. Nous parlons de biodiversité, nous parlons de la qualité des eaux. L'idée de la stratégie, à mon opinion, c'est que quand on met l'emphase sur ces choses en vase clos, vous pouvez être tiraillé vers différents points. Nous regardons le rendement environnemental pour le domaine agricole en général, pour pouvoir refléter les synergies, pour éviter que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait, pour pouvoir avancer vers les cibles, pour les émissions. Aussi, nous regardons tout le domaine agricole en général. Et voilà ce que nous essayons de faire. Bref, voilà, nous avons des questions ici. Mark Russell. Et vous nous parliez que vous vous occupez des défis et des opportunités. Vous avez parlé aujourd'hui, mais nous, en tant qu'exploitants agricoles, nous pensons qu'un de nos défis est la grande bureaucratie. Moi, dans le domaine de la gestion de l'offre, j'ai affaire à des cartables de paperasse. Et je me demande, est-ce que c'est l'agriculture seule qui fait face à cela ou est-ce que c'est le cas pour toutes les industries qu'il nous faut documenter tout, écrire tout et refaire le même exercice. C'est là le grand défi. Je me demande s'il y a une opportunité d'en faire moins. Ou est-ce que nous devrons toujours faire plus pour répondre aux exigences que la société nous impose? C'est une bonne question. Moi, j'étais dans un autre secteur avant de joindre Fertilisants Canada. J'étais dans le secteur de la santé. Alors, parlez-moi de paperasse, là. Je pense que ce n'est pas seul le secteur de l'agricole qui a affaire à des montagnes et montagnes de paperasse. Je pense que dans d'autres domaines, la paperasse fait partie de la réalité. Nous avons bénéficié des initiatives du gouvernement sur la réduction de la paperasse et pouvoir faciliter des initiatives. Il ne s'agit pas de diminuer ce que tu as dit par rapport à l'utilisation des données autrement. Mais je ne sais pas si tu vas nous parler de l'avenir de la paperasse. Est-ce qu'on aura moins d'utilisation pour la paperasse? Oui, il y a certaines procédures qui seront de plus en plus en ligne. Il a fallu le faire lors de la COVID pour certains de nos services.
nous essayons d'avancer dans ce domaine. La connectivité n'est pas telle qu'elle devrait être de par le pays. Nous avons des zones reculées et rurales qui ont des défis. Je pense qu'il y a des opportunités. Est-ce que nous ne sommes pas conscients du fardeau de la paperasse? Je pense que oui, tu as raison, Karen. Dans certains secteurs, il y aura toujours de besoin de surveillance et de reddition de comptes, mais on peut utiliser la technologie de la traçabilité, de la numérisation pour rendre les choses plus intelligentes et plus faciles. De mon opinion, je pense qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas faites. On parle de la reddition de comptes pour la réglementation. Mais du domaine agricole, on nous dit c'est pas simplement vous, mais c'est un volet de cumul de ce que le ministre de l'Agriculture fait au niveau de la province, qui est fait ensuite dans d'autres domaines. Et je pense que dans le domaine agricole, nous devons avoir le point de vue du producteur. Nous sommes conscients de ce que nous demandons aux gens de faire, mais nous ne sommes pas conscients de ce qui leur est exigé par la province, ce qui est fait par d'autres ministères et d'autres paliers du gouvernement. Il serait bien de regarder ce fardeau cumulatif et comment est-ce que nous pouvons réduire cela. C'est vrai que la technologie peut aider avec le fardeau de la paperasse. Nous avons demandé à accéder à certaines informations au niveau du gouvernement. On nous a envoyé des disques d'informations et on a cherché un ordinateur qui pouvait encore nous faire une lecture à travers les disques. Oui, je sais qu'il y a bien entendu des problèmes là. Monsieur, vous êtes ici. Oui, je sais que la journée continue et vos discussions sont toujours importantes, bien entendu, mais je voudrais vous parler d'un enjeu. On parle de la valeur de nos exportations et ce que cela donnerait en termes de dollars. Vous avez l'offre et l'approvisionnement. Ce aussi, c'est un autre problème. Et vous cherchez de bons exemples. Vous avez le pouvoir de cheval vapeur réellement. Et puis, vous avez la pression aussi technologique. Quel est, en termes de tonnes, ce que nous exportons? Vous parlez en termes de dollars, mais on parle plutôt de nutriments quand il s'agit de nourrir le monde. La paperasse est une réalité. Je devais me présenter. Je suis Anne Keane. Je suis de l'île de Prince-Édouard. Je fais la culture des pommes de terre. Je comprends un peu. Et si nous étions sur le document que nous avons, nous n'aurons pas abordé cette discussion. Nous savons l'origine de nos produits. Nous savons les champs où nous faisons la culture. Tout cela est bien entendu protégé par la protection de données personnelles. Mais quelque part, quelqu'un sait. Quand on arrive à faire le calcul, je dois vous dire que oui, si c'est le domaine de Santé Canada, on cherche à se protéger face à nos obligations. Mais ce que je dois vous dire, c'est que je pense qu'on va mourir de soif quand on est assis dans un bassin d'eau. Nous avons de l'eau limpide et fraîche. Nous avons la terre qui est fertile. Nous avons accès aux outils qu'on ne peut pas utiliser. Tout cela
parce que nous faisons face à des aléas de la démocratie. On ne peut pas détruire cela. Mais comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même afin qu'à notre tour, nous puissions éduquer les gens pour ne pas qu'ils craignent d'utiliser les outils de la science? Nous avons la technologie. La technologie est merveilleuse, mais on ne peut pas dépendre là-dessus. Si la technologie nous fait défaut, on ne peut pas enclencher nos machines. Les entreprises de par le monde fabriquent de la technologie, nous vendent ces produits, mais lorsqu'il y a un bris, ça pose problème. Ils font face à des cyberattaques, ils ont des problèmes à l'interne, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, ils peuvent avoir des investissements, ils peuvent brasser des affaires en Russie, mais ensuite il y a des sanctions, ils perdent 80% de leurs ventes. Alors nous faisons face à beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'obstacles. Nous avons Mère Nature, nous avons les politiques. On essaie de trouver la bonne solution, la bonne réponse. Tout ça pour dire, c'est comment avoir plus de données sur la nutrition. Ça ne répond pas à la question à savoir combien d'engrais avons-nous besoin, mais combien d'argent il faut dépenser pour avoir plus d'engrais, plus de production d'engrais. J'espère que vous avez compris ma question. Alors, comment mettre de la valeur sur la création, sur nos exportations? On parle de la nourriture génétiquement modifiée. Comment relever ce défi? Et je pense qu'on a besoin plus d'informations, le plus rapidement possible. On a les outils. Tout ce que vous avez dit, c'est important, mais je pense qu'on a besoin un peu plus de données. On a besoin plus d'équations pour bien comprendre la valeur de nos produits, et pas seulement la valeur dollar de nos produits. Merci. Je vais essayer de répondre à cette question. Merci. Tu es passionné de l'agriculture. Voilà ce que j'ai retenu de ton intervention. Tu es très occupé. Tu examines différents angles, différents prismes. J'ai même pas pris en considération la nutrition lorsqu'on calcule la valeur de nos produits. Quand on dit qu'on est champion de nos produits, quand on met en vitrine la valeur de nos produits, je pense qu'on peut le faire davantage. Lorsque j'ai parlé au Premier ministre de la valeur de l'agriculture dans notre société, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit. Comme je l'ai mentionné, on ne valorise pas assez le secteur agricole au Canada. La population n'est tout simplement pas sensibilisée à cette réalité. J'aimerais qu'on change la donne pour qu'on puisse attirer la génération future. Comme ça, les générations futures vont dire « Moi aussi, j'aimerais devenir un agriculteur ou une agricultrice. » Là, je parle à un niveau. Je n'ai pas de réponse précise à votre question. Il n'y a pas une solution magique, il n'y a pas une seule réponse. Il faut entreprendre un dialogue et le gouvernement est un partenaire du secteur agricole. C'est le gouvernement qui peut déployer des investissements pour renforcer notre secteur agricole. En faisant des investissements, on pourra renforcer le secteur agricole. On parle de ces stratégies agricoles durables. On reconnaît qu'il faudra examiner cette question de plus près dans les années à venir. Pour revenir à la paperasserie, tout le monde parle de la paperasserie, de la bureaucratie. La documentation de la salubrité des aliments, ça c'est très important.
mes enfants mangent les cerises, j'imagine que vos enfants à votre ferme mangent vos produits. Donc il faut produire des produits salubres. Mais les différentes couches de bureaucratie, un détaillant qui dit ça, un autre détaillant qui dit ça, c'est un cumul de bureaucratie, de vérification et d'audit. Je pense qu'à mon avis, on pourrait consolider cet exercice pour dire ce programme, que ce soit Canada Gap, Global Gap, peut-être on peut avoir leurs équivalents et comme ça on peut épargner du temps, on peut simplifier la bureaucratie, la chinoiserie administrative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de rapport, mais je pense qu'on peut quand même simplifier la paperasserie parce qu'on ne doit pas consacrer le plus clair de notre temps à de la bureaucratie. Notre priorité, c'est produire des produits salubres et de qualité. John, est-ce que vous voulez intervenir? C'est une idée intéressante. Par Statistique Canada, on produit beaucoup d'analyses, de données, mais on ne le fait pas de façon systématique. On ne suit pas le contenu nutritionnel des produits. Je pense qu'il y a des estimations, combien de personnes vous pouvez nourrir, combien de calories il y a dans un produit. Mais c'est un concept intéressant, peut-être on devrait attirer notre attention là-dessus. Ensuite, on parle de différentes opinions par rapport aux secteurs agricoles. Dans un contexte commercial, le Canada, pendant maintes années, a fait la promotion de commerce fondé sur la science. Parfois, on remporte cette bataille, parfois on ne le fait pas. On ne remporte pas cette bataille, mais également la dimension des consommateurs. Peu importe des accès commerciaux, s'il y a un consommateur qui dit « moi, j'aimerais pas acheter un produit qui utilise ce genre de pesticides », on peut éduquer les gens. Peut-être cette opinion n'est pas fondée dans la science, mais parfois on se heurte à des obstacles parce que les consommateurs ont des besoins. Les consommateurs mettent de plus en plus l'accent sur la durabilité, mais pas toutes les opinions sont basées sur la science. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne se produit pas? Est-ce qu'on essaie d'éduquer les gens ou est-ce qu'on adapte le produit pour répondre aux besoins du marché? C'est un des défis qu'il faudra relever. Je pense que le gouvernement et l'industrie vont devoir travailler ensemble durant les prochaines années, pas seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. L'OMC établit des normes par rapport à des accès au marché, mais si c'est un consommateur qui pilote et pas nécessairement le pays qui pilote différentes tendances, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte de plus en plus. Nous avons une liste d'intervenants, nous avons des gens qui aimeraient prendre la parole. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. On ne sait pas qui va prendre la parole en premier. C'est une question toute simple. Le Canada a beaucoup de produits, beaucoup d'exportations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut envoyer à l'étranger. Dans l'est du pays, on a une pénurie de conteneurs. On a de l'acier. On peut fabriquer des conteneurs. On peut étiqueter le drapeau du Canada sur ces conteneurs. Si on avait plus de conteneurs, nous, on va attendre 3 ans pour fabriquer un conteneur, parce qu'il y a une pénurie de conteneurs dans l'est du pays. C'est regrettable pour le Canada. Les États-Unis dominent le marché des conteneurs, la Chine domine également ce marché, mais je pense qu'au Canada, on peut fabriquer davantage de conteneurs. Absolument, tout à fait d'accord. L'industrie des cerises, nous nous servons de conteneurs pour expédier nos produits. Parfois, il y a une pénurie de conteneurs également qui touche notre secteur. Mais une leçon qu'on a tirée de la COVID, c'est que on doit produire plus de produits au Canada. On a parlé des masques, une pénurie de masques. Et quand il y a une pénurie de masques, on doit absolument fabriquer ces produits au Canada. Et je pense que le gouvernement du Canada peut jouer un rôle important. Si jamais l'industrie n'est pas à la hauteur, peut-être le gouvernement peut débloquer des incitatifs pour produire des produits.
On a bien beau d'avoir des produits au Canada, mais si on n'a pas de conteneurs, on peut pas les expédier. Parfois, on déborde le marché national avec des produits nationaux. Sans conteneur, on ne peut pas expédier nos marchés, donc il faut absolument travailler avec les différents intervenants sur la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir régler ce problème des conteneurs. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir ce genre de forum pour pouvoir éclairer les pénuries. On a du temps pour répondre à une dernière question. Il y a quelqu'un qui aimerait poser une deuxième question. On vous accorde 30 secondes. On va faire semblant que le Premier ministre pourrait répondre à votre question. Donc 30 secondes. La Fédération de l'agriculture de l'Ontario, on a parlé de relevé d'obstacles. Au Québec, on peut seulement produire ce 2% du territoire. En Ontario, c'est 5%. À quel point on dit aux politiciens et consommateurs que les aliments devraient être une priorité? On perd des sols et pourtant les consommateurs et les politiciens ne se rendent pas compte que l'aliment, c'est la priorité. Sans nourriture, on ne peut pas survivre. On peut se contenter d'un logement, mais sans nourriture, on meurt. C'est une excellente question. On en a parlé un petit peu hier. Durant la COVID, l'année dernière, on a parlé beaucoup de la sécurité alimentaire. Beaucoup plus de Canadiens sont sensibilisés à la sécurité alimentaire. Je pense qu'on pourrait mettre l'accent de la sécurité alimentaire. Je pense qu'il faut éduquer les consommateurs. Il faut éduquer les différents intervenants. Tom, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. D'après mon expérience, quand on travaille dans l'agroalimentaire, tout le monde comprend ce qu'ils doivent faire. Ils ne comprennent pas l'origine de leur nourriture. Mais en tant que société, on a besoin d'avoir un système alimentaire qui réponde aux besoins du marché et des Canadiens. Et je pense qu'il est facile d'éduquer les consommateurs, même si les consommateurs ne comprennent pas très bien le secteur agricole. Dans notre province, on a... Alors, la préservation des terres est très, très importante. Il faut également préserver, protéger les producteurs. Si vous ne protégez pas les sols, si vous ne protégez pas les producteurs, vous allez vous trouver le bec à l'eau. En Colombie-Britannique, ils ont mis en œuvre une politique, mais avec le temps, ce n'est pas une question de production. Il faut absolument protéger les sols, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez entendu ces données, mais 300 hectares en Ontario par jour sont perdus. 300 hectares par jour, c'est incroyable. Ça m'inquiète beaucoup, parce que souvent ce sont des terres fertiles qui peuvent produire de la nourriture. Nous, on veut protéger les producteurs, mais pourtant, on n'est pas en train de protéger les sols. Donc, il faut préserver les sols. Il faut avoir des politiques pour protéger les sols. Mais ce n'est pas une priorité. Et ça, c'est problématique. Et c'est quelque chose sur quoi il faut se concentrer si on veut être un chef de file dans le secteur agricole. Une dernière question. Vous nous séparez de la bière. Andy, l'association... Alors, on me dit que ta tâche, c'est de mettre de côté le gouvernement pour qu'on puisse faire affaire. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le gouvernement de côté? Alors, c'est là où la collaboration est possible entre tous les secteurs. Tous les secteurs doivent travailler ensemble pour dire, nous, on doit régler ceci ou cela. Et il faut être un petit peu plus agressif lorsqu'on trouve une solution. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une diatribe. La communauté doit faire cela.
Tout simplement parce que l'agriculture canadienne a énormément de potentiel. Nous avons tellement de potentiel, nous ne sommes pas en train de la maximiser parce que tout d'abord, peut-être les producteurs, on ne fait pas ce qu'on doit faire pour maximiser ce potentiel parce que souvent, on ne fait pas preuve d'innovation. Cependant, parfois, le gouvernement entrave le processus ou parfois le gouvernement ne nous appuie pas dans nos entreprises, dans nos potentiels. Donc, la FCA doit faire son travail. La FCA doit capitaliser sur le potentiel de l'agriculture canadienne en collaborant ensemble et en travaillant auprès du gouvernement pour régler les problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Je pense que ça sera peut-être le mot de la fin. C'est une belle note pour terminer cette table ronde. Je tiens à remercier nos conférenciers. Merci d'être là. C'est la dernière table ronde. Parfois, il faut avoir un peu de patience pour rester pour la toute fin de cette journée. Merci beaucoup.